Bien, rebonjour à tous. Bonjour Grégory. Bonjour. On est ravis de t'accueillir ce soir. Merci de m'inviter. Pour cette session dédiée à l'innovation. Alors, pour présenter Grégory, je vais parler d'Air Liquide. Air Liquide a lancé en décembre 2013 un laboratoire d'idées pour accélérer l'innovation et explorer de nouveaux marchés. Et c'est une entité qui est à la fois une entité de réflexion, donc décrypter les nouvelles tendances, mais aussi une entité d'expérimentation. On a parlé de prototypage et le talent d'iLab, je le dis parce qu'il est trop modeste pour le dire, c'est que malgré leur jeunesse, depuis décembre 2013, ils ont déjà eu quelques réalisations. Donc on est ravis, nous, qu'Air Liquide, cette grande industrie, cette vieille dame de l'industrie, et je parle sous ton contrôle parce que c'est vous qui parlez de vous comme ça, et décidé d'avoir un lab qui utilisera très prochainement nos solutions. Oui. Grégory, c'est à toi. Merci beaucoup. Un petit mot parce que je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, fermer les laptops? On ne va plus les utiliser pour l'instant. Ça nous permet de gagner de la batterie parce que c'est tous les jours et on recommence demain. Demain, c'est avec les gens de marketing. Donc, vous voyez, une par une, on visite les fonctions d'entreprise. Et puis, en plus, c'est gentil pour Grégory. Déjà, je passe après les canets. C'est jamais très facile de parler devant 150 personnes, surtout quand ils sont sur les ordinateurs ouverts. Donc, merci d'avance de bien vouloir fermer les laptops et donner toute votre attention à Grégory. Merci. Tu m'as dit que c'était une petite réunion informelle. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, mais je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il y a une demi-heure d'intervention. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'en 15 minutes, je vous présente un peu quelques slides et puis après, on fait un quart d'heure d'échange. C'est quand même ça qui est le plus riche. Donc, ce que je vais vous présenter en 15 minutes, c'est en gros pourquoi le iLab, donc la structure d'innovation radicale du groupe Air Liquide, comment en pratique ça se met en œuvre, insister sur 2 réalisations qu'on a fait sur les derniers mois et puis terminer sur l'importance peut-être des outils pour faire un lien avec la journée d'aujourd'hui. Alors, pourquoi le iLab? Donc, on part d'un constat qui, à mon avis, est partagé par beaucoup d'industriels aujourd'hui, c'est que 2 des leviers principaux de la croissance de ces dernières années, la croissance géographique et la croissance externe, sont des leviers qui sont éculés. En particulier dans le métier des gaz industriels et médicaux, où on est 4 à se partager 85% de parts de marché. Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il reste 2 choses pour améliorer le résultat net. L'efficacité, mais c'est un processus qui est forcément fini. Et puis, Schumpeter, notre ami à tous, qui est de se dire aller trouver de l'innovation radicale sur des territoires nouveaux dans lesquels on n'est pas présent aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer, nous, de vraiment insister, en sachant qu'il y a un petit problème quand on fait ça, c'est que l'innovation radicale, elle n'arrive pas gentiment. En général, le nouveau, il sort à côté de l'ancien et il lui fait concurrence. Donc la problématique qu'on a, c'est qu'on va être dans un monde de contradictions, avec la possibilité d'identifier des territoires nouveaux, mais qui peuvent cannibaliser les business existants. Donc si on part d'un constat assez simple, toujours dans ce monde de contradictions, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois efficace, mais en même temps il faut être en croissance. On nous demande d'être gigantesque, il y a une taille au volume, mais en même temps il faut être agile. On a besoin d'être concentré, mais flexible, global, mais local. Comment Air Liquide a réussi à gérer toutes ces contradictions? Le choix qui a été fait dans une entreprise, tu l'as dit, qui vieillit de 110 ans, qui emploie 50 000 personnes, qui est dans 80 pays, donc vraiment une entreprise assez ancienne, au sens positif du terme, c'est d'avoir un comportement un peu schizophrénique. C'est-à-dire de se dire, on va créer une structure, un garage à nous, autonome, indépendante, de 20 personnes, qui va prendre à chaque fois le contre-pied de l'organisation. Donc ça, c'est le iLab. On le définit un petit peu comme une fenêtre ouverte sur un monde en mutation. Donc on essaie vraiment de regarder comment les choses bougent. Alors, ce que dit mon boss, c'est que c'est du chaos dans une entreprise parfaitement organisée, parfaitement ordonnée. Et puis, en quelque sorte, c'est essayer de ramener un esprit pionnier dans un groupe industriel qu'il a un peu perdu. Concrètement, notre objectif, il est quand même très clair. C'est de créer de la valeur. Et créer de la valeur tout de suite. On avait fait un benchmark en début de lancement de cette structure. On se rend compte que 80% des initiatives de ce type disparaissent au bout de 18 mois. Donc il y a vraiment un temps de vie qui est très court parce qu'on nous demande à la fois de créer de la valeur tout de suite et en même temps d'être capable d'aller générer de la valeur pour le long terme. Donc là encore une fois, cette notion de schizophrénie. Donc on a 2 éléments clés. Dans la création de valeur à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner les structures d'innovation classiques du groupe pour accélérer le time to market, donc en faisant du prototypage rapide ou de l'innovation ouverte. Donc on les aide à aller plus vite sur le marché. Et le deuxième point, c'est qu'on travaille avec nos différentes branches d'activité pour les aider à réfléchir à leur stratégie à 3-5 ans. Donc on leur montre comment le monde bouge, on leur dit attention, voilà, il y a un certain nombre de risques qui vont arriver, et donc on les aide finalement à se prémunir contre ces risques.
Dans le même temps, et c'est ça la vraie importance de la création du iLab, notre objectif, c'est d'être capable de trouver des nouveaux territoires de croissance. Donc on s'est fixé un objectif qui est d'apporter un point de croissance supplémentaire au groupe à un horizon 2020, en allant investiguer des territoires complètement nouveaux, des territoires où aujourd'hui on n'est pas présent. Et ça, c'est pas facile, je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Alors, le comment. Donc, la particularité, tu l'as dit Mathieu aussi, c'est que c'est une entreprise qui est, enfin le iLab, une structure qui est bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un think tank, un endroit où on va penser, et puis un do tank, un endroit où on va agir. Pourquoi? Parce que quand on dit qu'il faut aller investiguer des territoires nouveaux, c'est tout ce qui n'est pas Air Liquide. Et tout ce qui n'est pas Air Liquide, c'est immense. Le monde, il est infini. Donc la première des choses, c'est d'être capable de cartographier les 4 ou 5 territoires qui vont être dignes d'intérêt pour le groupe. Donc montrer une direction stratégique avant d'aller ensuite concentrer des ressources pour aller l'investiguer jusqu'aux premières applications de marché. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le think tank. Comment on procède de manière très très pragmatique? On regarde comment un certain nombre de tendances lourdes redessinent le monde, donc les changements démographiques, la pénurie de ressources naturelles, la digitalisation du monde, l'urbanisation, ce genre de choses. Et on essaye de comprendre comment ça change les usages. Donc finalement, comment les gens vont se déplacer, se loger, se nourrir, etc. pour comprendre finalement quels sont les défis qui vont se poser dans le futur à la société. Donc ça, c'est le premier point. On repart de l'extérieur, on ne part pas du groupe Air Liquide, on regarde comment le monde évolue. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, finalement, qu'est-ce qui va nous rendre légitimes ou pas sur un nouveau territoire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le groupe Air Liquide va être considéré comme légitime par rapport à des actionnaires, des clients, des entités politiques, si on n'est pas aujourd'hui présent? Donc, est-ce que la légitimité, c'est un portefeuille de technologie? Est-ce que c'est un ensemble de compétences? Est-ce que c'est une empreinte géographique, une histoire, une base actionnariale? C'est compliqué. Donc on travaille sur cette question de légitimité avec des anthropologues pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va donc considérer ou pas comme légitime. Et au croisement d'un défi majeur et d'une légitimité apparaît ce qu'on appelle un champ de bataille. Je vais vous donner un exemple juste après. L'objectif du think tank, c'est qu'à la fin de l'année, on ait identifié 5 champs de bataille qu'on présente à la direction générale pour qu'ils en choisissent 2, qu'on aille investiguer dans le corporate garage. Là, on est vraiment tourné vers l'action, avec cette notion de vraiment de renouer avec le try quickly, fail early, but succeed big, vraiment cette notion de faire, en prenant un champ, donc qui va être un cadre stratégique, faire de l'idéation, générer un maximum d'idées, aller sur du prototypage, et on va le voir après dans l'iLab, on a des Fab Labs, chose très à la mode, mais c'est vraiment renouer avec cette notion de faire, jusqu'à une notion d'incubation, éventuellement de spin-offage. Alors, quels sont les 3 éléments constituant finalement du succès d'une structure de ce type? Il y a les gens, on va en parler là, le lieu, c'est vraiment quelque chose d'important, et puis les méthodologies. Donc tout d'abord les gens. Dans un groupe qui est essentiellement constitué d'analytiques, on est 50 000 ingénieurs chez Air Liquide, on a fait le choix d'avoir une approche d'intuitif. C'est-à-dire que quand on va défendre un projet, on va sortir de l'Excel ou du PowerPoint pour essayer plus de baser sur des convictions, des sentiments. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans un groupe qui est foncièrement homogène, c'est-à-dire que vraiment on a tous à peu près le même profil, on a fait le choix de l'hétérogénéité. Donc on est une vingtaine de personnes, mais dans les gens qui nous composent, il y a une diversité en termes de genre, on est à l'équilibre, il y a une diversité en termes de culture, on a 8 nationalités, et il y a une diversité en termes de compétences. Donc par exemple, on a un anthropologue, un historien, quelqu'un qui a fait des lettres classiques, un designer, qui côtoie l'ingénieur. Et ça, c'est important parce qu'on est persuadé que c'est en repartant par les usages et par l'humain qu'on va réussir à faire émerger l'innovation de rupture. J'y reviendrai un petit peu après. Voilà, ça c'est sur les gens. Le deuxième point, c'est le lieu que je vous invite à visiter. Donc, on a créé un lieu dans le centre de Paris, donc à côté de Bastille, qui est donc sur 500 mètres carrés, un endroit où on est une sorte de carrefour où les gens se croisent, se réunissent. Donc on a cassé avec tous les codes habituels du groupe, c'est-à-dire qu'on s'inspire un peu de Google, avec le côté très open space, de manière à être vraiment sur du mode projet, ouvert sur l'extérieur. Donc on n'est pas vraiment dans des logiques de propriété intellectuelle, avec du passage permanent, vraiment au cœur de la cité. Alors, sur le papier, c'est super. Dans les faits, on apprend aussi qu'il y a un certain nombre de contraintes. Quand vous travaillez toute la journée en open space, au bout d'un moment, c'est pas toujours simple. Mais très bien. Ce qu'on voit, c'est que l'information, elle circule beaucoup plus librement et qu'en effet, on arrive à mettre les gens ensemble. Ce point-là, il était fondamental parce qu'à un moment donné, quand vous portez une démarche comme celle-là, vous avez besoin de l'incarner. Et le lieu, ça a permis de donner vraiment, de toucher du doigt ce qu'on voulait représenter. Et on va voir que le deuxième point, c'est d'être capable d'avoir aussi un outil qui virtuellement arrive à fédérer une communauté. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire. C'est pour ça que le passage aux outils Google, pour nous, est très important, parce qu'il va permettre d'avoir à la fois un lieu physique, mais aussi une communauté virtuelle qui permet d'agréger une communauté d'innovateurs dans le groupe.
Troisième point, je le fais très rapide, les outils. Alors des choses que vous devez déjà connaître, mais on pousse des outils qui sont relativement nouveaux pour le groupe, comme le design thinking, repartir de l'usage, de l'expérience utilisateur. On pousse tout ce qui est autour de l'innovation frugale. Donc on a 3 pilotes en ce moment en Inde, au Maroc et ailleurs sur comment frugaliser, donc être capable d'apporter de la valeur à des gens qui gagnent moins de $3 par jour. Et ça, c'est quelque chose qui est contraignant en termes d'innovation. On pousse aussi toute la notion des makers, vous le voyez là avec le Fab Lab, en utilisant des outils de prototypage rapide. Ok, donc en général, à ce moment de la présentation, les gens me disent c'est très sympa, mais à part brûler du cash, qu'est-ce que vous faites? Et c'est vraiment comme ça qu'on me le dit au niveau du groupe. Donc on prend deux exemples très concrets. Le premier exemple, c'est l'usine du futur. On travaille depuis un peu plus d'1 an sur ce sujet-là, qui a été de se dire, voilà, l'usine, d'Air Liquide, c'est un objet technologique. Mais si on ne le considérait pas comme un objet technologique, mais comme un écosystème complexe en relation avec la ville, avec les clients, avec les installateurs, avec les opérateurs. Et se poser la question finalement de la désirabilité de cet objet pour toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est un gros mot, Air Liquide, la désirabilité, mais c'est quelque chose de complètement nouveau. En particulier, on s'est dit, l'esthétique. L'esthétique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de l'esthétique? Alors c'est la beauté, mais pas seulement, c'est la modularité, c'est l'agilité. Et donc, on a lancé un concours à l'international avec 8 écoles d'architecture sur 4 pays pour se confronter au regard de l'architecte. Et ce qu'on voit, c'est que le regard de l'architecte, c'est une mise sous contrainte qui est complètement nouvelle, que notre ingénieur n'avait pas vue. Donc, en s'ouvrant au regard extérieur, c'est ce que j'ai mis dans le changer de regard, finalement, on va générer de l'innovation nouvelle en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de modèle économique. Donc, se confronter au monde, c'est permettre de faire de l'innovation de rupture. Et juste pour la petite histoire, parce qu'il faut avoir des KPI, on a déposé 5 brevets dans les 3 derniers mois. Deuxième point, ouvrir des perspectives. Donc le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est respirer dans la ville. Donc ça fait le lien avec le truc du début, les battlefields, si vous vous souvenez, les champs de bataille. C'est de se dire, alors, on part d'un constat simple. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse, mais un certain nombre de tendances sont à l'œuvre. L'urbanisation, le vieillissement de la population, l'accélération du changement climatique, qui font qu'avoir accès à un air de qualité va être une vraie problématique sur les 50 prochaines années. C'est trop tard, c'est mort. De toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on ne reviendra pas en arrière. C'est le premier facteur de surmortalité en France. Ça va le devenir aussi en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc, problème dur. Est-ce que nous, Air Liquide, on est présent dans la qualité de l'air? Pas du tout. Pas du tout un secteur dans lequel on fait du business aujourd'hui. Pourtant, en même temps, quand on en parle, notre légitimité, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'on a, dans le million de patients qu'on a, la moitié sont insuffisants respiratoires, donc on est déjà dans le souffle. Dans les procédés industriels qu'on développe, on aide nos clients à limiter leurs émissions de NOx et de SOx, donc on est un acteur de la prévention. Et parce que dans Air Liquide, dans le procédé cœur, on prend les molécules de l'air, on les sépare, on les purifie. Donc on voit bien que la légitimité, elle est extrêmement forte. Donc en changeant de regard, en repartant des problèmes de société, on arrive à ouvrir des champs qui sont complètement nouveaux. C'est ça ce que j'appelle un champ de bataille, vous voyez, c'est un peu plus concret. Dans la manière dont on investigue, ensuite, on est aussi en rupture. Donc on a lancé un incubateur avec la ville de Paris. Là, on a trouvé 4 startups avec lesquelles travailler, on est en phase de co-développement. On est en train de lancer un concours de design à l'international. Après l'architecte, on s'est dit on va faire le designer. Bon, mais c'est vraiment intéressant parce que le regard du designer est aussi une mise sous contrainte nouvelle. Et là où j'attends beaucoup de Google, c'est qu'on veut lancer aussi un concours qui va faire levier sur nos 50 000 employés. Et jusqu'à présent, je n'avais pas l'outil. Donc là, on est en train de le mettre en place. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit l'année prochaine. Mais on espère qu'à partir de septembre-octobre, quand la solution sera déployée, on va pouvoir utiliser cet outil pour justement interroger la foule et être capable de faire émerger de l'innovation de rupture. Pour terminer, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit, mais je vous dirai après dans la question, on s'autorise aussi beaucoup à échouer. C'est-à-dire que Air Liquide, c'est un monde qui vise le zéro défaut, comme beaucoup des groupes qu'on connaît. Le iLab, on revendique le droit d'être imparfait. Donc il y a certaines des initiatives qu'on lance et qui finalement sont des échecs retentissants. Donc je vais vous parler d'un des échecs. On a voulu faire comme Google, avant qu'ils arrêtent en fait, en se disant on va donner 10% du temps de travail libre à nos chercheurs pour qu'ils puissent travailler sur des projets personnels. Alors, on a lancé l'initiative sur 500 chercheurs et sur 3 continents. On leur a donné donc 10% de temps de travail libre. Et au bout de 10 mois, on peut dire qu'il y a eu une forme de succès en termes de quantité. On a eu 110 projets qui ont été soumis. Le problème, c'est que la qualité des projets n'est pas là. Le temps d'exécution, on reste sur vraiment du slide, il n'y a pas de preuve de concept. Donc en fait, finalement, c'est des projets qui étaient rejetés de la R&D qui reviennent par une petite porte et qui sont finalement de l'innovation incrémentale. Donc on fait le constat qu'on n'avait pas les bons outils et qu'on n'avait pas le bon mindset. Donc la première des choses, c'est qu'on a dit on va poser un cadre stratégique, respirer dans la ville. Et le deuxième, c'est qu'on va changer d'outil et passer sur les outils Google. Ça va être la fin de ma présentation, c'est de se dire, tout comme on est en train de passer à l'iPhone parce que c'est en train de définir des usages foncièrement nouveaux qui rebalancent la valeur sur la chaîne de valeur,
il était primordial d'avoir un outil qui soit capable finalement de faire levier sur toute la communauté d'innovateurs du groupe Air Liquide. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc encore une fois, je vous invite à se revoir dans un an. Voilà, merci.